quand tu t'adresses aux joueurs, quand tu prends une décision, c'est avec conviction. C'est pas dans le doute. Parce que l'entraînement, c'est faire des choix. Tu fais un choix qui est mauvais, mais en faisant ce choix qui est mauvais, fais-le avec conviction. Le choix qui est mauvais peut même s'avérer très bon pour ton match. Et ça va pas me dire que c'est tellement mauvais, j'ai gagné. Donc, je résume ça en des termes très simples. Tout réside dans des actions positives avant, pendant et même après la compétition. Après la compétition, on vous a tabassé. Il faut d'abord relever les points positifs de l'équipe. Ce que très peu de gens le font. Très peu de gens font. On vous a tabassé 5-0, 4-0. Nous avons joué. Ça c'était bien. Ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais après, on a pêché ici, on a pêché là-bas, on a pêché là-bas, on a pêché là-bas. Et là, s'il faut gronder, vous grondez. S'il faut blâmer, vous blâmez. S'il faut torturer, vous torturez. Mais relevez d'abord ce qui est capitalisé ça. Parce que la compétition n'est pas finie. Donc voilà le petit résumé que je voulais faire. Maintenant, par rapport au devoir que j'avais donné sur la mobilisation des ressources, bon, je n'ai pas corrigé, je n'ai pas encore corrigé, je suppose que tout le monde a fait. Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'était difficile? Je n'ai même pas le plus difficile. Est-ce que vous voyez, je parle de ça, c'est pas bon? Parce que je me demande s'il faut qu'on le corrige, ou alors s'il faut que je corrige le juge, je donne les notes et après on passe. Madame. Comment? Mais dis-moi alors comment vous avez compris. C'était le coup de 4, non? 5. Voilà. 5 personnes ont réfléchi, qu'est-ce que vous avez dit? En EPS, chacun avait choisi sa compétence, non? D'accord? Bon, qui peut rapidement me donner une compétence? Rapidement, je fais ça très rapidement. Vous avez choisi quelle compétence? Non, c'est pas une compétence. Libellez la compétence. Libellez la compétence. Il n'y a pas de compétence, il n'y a rien. C'est chaud. Comment? Non, on fait la main de paix, ça va faire un sport rapidement. C'est pas une compétence. Exécuter le plus rapidement possible les combinaisons d'actions d'un déplacement sur une distance de la compétence. De quel niveau? CP2. CP2 de quel niveau? Même ça ne représente rien. Niveau 2. Niveau 2. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible les combinaisons d'actions d'un déplacement sur une distance donnée. Et l'activité c'est quoi? La vitesse.
Xavier Roger a dit une compétence se lit à travers 5 caractéristiques. N'est-ce pas? La première est oui, madame. C'est juste à travers 5 caractéristiques. C'est le coup, non? Xavier Roger. On a dit pour que cette compétence soit perçue comme une compétence, il faudrait qu'on puisse ressortir les 5 caractéristiques de cette compétence. D'accord? Et donc, il a dit que la première caractéristique, c'est quoi? C'est quoi? La présentation d'une situation quotidienne. Première caractéristique. Il faut dire pour les gars. D'accord? Première caractéristique, mobiliser les ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour développer cette compétence-ci, il faudrait que je me rassure que je sois capable de développer, de mobiliser les ressources. Si je ne suis pas capable de mobiliser les ressources, alors ce n'est pas une compétence. C'est pour ça que quand tes camarades ont dit pour t'éviter, j'ai dit, ce n'est pas une compétence. Donc, mobiliser les ressources veut dire quoi? Veut dire rechercher tout ce qui me permet de développer la compétence. Et en termes de ressources, on en a, il y a 2 types. Lesquels? Excellent. 2 types de ressources. Externes et internes. C'était l'essentiel du devoir. Il fallait mobiliser les ressources. Qu'elles soient externes, qu'elles soient internes. Pour développer ces compétences, je dois mobiliser quoi? Au plan externe, je mobilise quoi? Là. Il n'y a pas, c'est sûr. Chrono. Sifflet. Flow. Clapoir. Praticable. Praticable. Non, praticable, il est là. C'est tout. Chrono, sifflet, par contre. Beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de professeurs à planche. On ne peut pas enseigner, on ne peut pas entraîner si on n'a pas de planche. C'est impossible. Surtout quand c'est des sports collectifs, je ne sais pas comment vous faites ça. Si vous devez enseigner en EPS, il y a une planche. Vous savez ce que c'est que la planche, non? Non, monsieur. J'ai sur les planches quand on travaille, non? J'ai sur une planche, non? C'est un truc rectangulaire comme ça là. Non, quand tu as des choses à dire. Madame, faites la porte de moi. Votre support. Généralement, en fait, bon, ça c'est des trucs des blancs. Ah, ça c'est bien. Mais la planche, c'est un contreplaqué, comme ça, d'accord? Il est comme ça là, avec une sangle, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Une sangle, je ne connais pas. La plaque là. Et tu peux tenir ça à tout moment, tu écris en travaillant. Tu donnes une situation d'entraînement, et après tu écris, après tu approches ton stylo là. Vous devez avoir ça. Vraiment, si on est enseignant d'éducation physique, on est entraîneur, il faut que tu aies une planche. C'est maintenant, c'est 1500, c'est 2000 francs, c'est 1500. Maintenant, les Chinois font ça en. C'est un matériau un peu à cheval entre le contreplaqué, le bois et. Donc, ça, c'est la planche. C'est important de l'avoir, surtout nous qui travaillons sur le terrain et en plein air. Donc, au niveau des ressources externes, chrono, sifflet, flow, clapoir, planche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, n'oubliez pas ça.
Mobiliser, ça veut dire quoi? Je vais chercher. D'accord? Je suis adapté, ça va de soi. Au niveau des ressources internes, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Maintenant, et c'est ça le plus beau. Quels sont les savoirs que je mobilise? Parce que c'était ça la clé du pouvoir. Quels sont les savoirs? Qu'est-ce que je dois connaître au plan cognitif, au plan de la connaissance, pour pouvoir développer cette compétence ici? Qu'est-ce que je dois connaître? Au niveau des savoirs, c'est les parties. Bon, on va dire quoi ici là? On va dire les savoirs. Les étapes de la course de vitesse. D'accord? Mais c'est quoi les étapes de la course de vitesse? Quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes alors? Les différents types de départ. Je n'ai pas entendu. Levez la main, s'il vous plaît, oui. Je n'ai pas entendu. Un départ en 3 temps. C'est-à-dire? Un départ pas tout petit. Un départ pas tout petit. Quoi d'autre? Le respect du pouvoir. Respect des pouvoirs. De manière générale, je dois atteindre le savoir. La logique interne. La logique interne qui sous-tend l'enseignement d'une activité support qui s'appelle course de vitesse. C'est quoi la logique interne? La logique interne, c'est le principe de l'activité. Vous me faites comprendre quoi? C'est le déroulement de l'activité course de vitesse. Comment se déroule la course de vitesse? Vous comprenez pas? Lorsqu'on dit la logique interne du football, excusez-moi, je viens sur le football, comme ça. La logique interne du football, c'est progresser avec le ballon dans le camp adverse en se faisant les passes pour marquer un but. Voilà la logique interne du football. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si je veux enseigner en EPS et que j'utilise le football, je dois savoir cette logique interne. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ici, en course de vitesse, quelle est la logique interne? Franchir le plus rapidement possible la ligne d'arrivée. Franchir le plus rapidement possible la ligne d'arrivée. Ah non? C'est pas ça la logique, c'est pas ça. Courir le plus rapidement possible. Incomplet. Une distance. Faites quoi atteindre la ligne d'arrivée? C'est un temps. Moins de temps possible. Il faut bien niveler ça. Courir le plus rapidement possible sur une distance. Oui. C'est pas tout. Moins de temps possible. Voilà la notion de temps. Courir en ligne droite sur une distance donnée le plus rapidement possible. Parce que quand on dit le plus rapidement possible, ça intègre la notion temporelle, non?
D'accord? C'est la notion de performance. Courir sur une ligne droite. Courir en ligne droite sur une distance donnée le plus rapidement possible. Ça veut dire que quand je vais enseigner, je ne dois jamais perdre de vue la logique interne. 1. Ligne droite. 2. Rapidement possible. 3. Durée. On se comprend, non? Voilà les 3 choses qui sous-tendent la course, l'enseignement de la course de vitesse. C'est ce qu'on appelle la logique interne. Par conséquent, en tant qu'enseignant d'éducation physique, en sport, ça ne crée pas un peu parce que, étant sportif, vous connaissez la logique interne. D'accord? Les footballeurs savent que j'ai en train de marquer les buts. Les voleurs savent que j'ai en train de marquer les points. Le basketteur, c'est pour marquer les paniers. Le karatéka, c'est pour toucher au point. C'est pour faire dans les zones pour avoir des points. Le boxeur, c'est pareil. D'accord? On ne peut pas enseigner en éducation physique si on ne connaît pas la logique interne qui sous-tend l'activité. Deuxième élément, les problèmes fondamentaux de l'esprit. Les problèmes fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des attitudes psychomotrices qui sont un frein à l'apprentissage. Quel est le problème fondamental de la course de vitesse? Sur le plan moteur. Je prends un exemple. Si vous prenez votre enfant, vous le mettez ici. D'accord? Vous prenez votre enfant ici. Là. Vous lui demandez d'atteindre cette cible-là. Qu'est-ce qu'il va faire? L'équilibre. Oui, le déplacement. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez observer comme comportement? La motricité. Je peux attendre. La motricité. Lui, mais il va faire. Qu'est-ce qui sera observable dans ce qu'il fera? La façon de courir. Non, oui. Ça, la façon de. Courir. Et pour comment alors? C'est de Ligne droite. Je l'entends pas trop. La ligne droite. Il ne va jamais courir en ligne droite. Donc, point fondamental, course linéaire. On se comprend, non? On se comprend pas. Deuxième chose, qu'est-ce que vous donnez? Si vous donnez un départ, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut ne pas réagir promptement au signal. Problème de réaction aux signaux. On se comprend un peu? C'est important pour vous. Ça veut dire que quand vous allez nommer votre enseignement, vous gardez ça à l'esprit. Si je suis en boxe, quel est le point fondamental? C'est de maintenir les mains. C'est pas ça? Maintenir les mains. Parce que même dans le haut niveau, quand c'est chaud là, ça se baisse seul. C'est pas ça? Problème fondamental, garder les mains au niveau. On dit quoi là? La garde haute. Voilà. Maintenir la garde haute. C'est un point fondamental. Et quand on enseigne en boxe, on dit toujours lève tes mains. Parce que quand tu es fatigué, l'attitude normale voudrait que. On ne se comprend pas. Donc, pour la boxe, c'est un problème fondamental. Ici, à cause de vitesse, réagir au signal et courir de manière linéaire constitue un problème fondamental. Et vous devez le savoir. Ça veut dire que quand vous allez enseigner, regardez ça à l'esprit. Troisième problème. C'est quoi? Quelle idée?
Culte de l'effort. Au niveau moteur, quel problème vous pouvez observer? Au niveau du déplacement. Oui, madame, allez-y, dites. Je pas entendu. La coordination. Problème de coordination motrice. Coordination bras, jambes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire faire ça et ça, c'est pas évident. Parce que l'enfant aura tendance à courir n'importe comment. Mais la coordination pourrait ne pas être au rendez-vous. Trois points fondamentaux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous connaissez la logique interne et les points fondamentaux, je peux vous dire, vous avez fait un grand pas pour enseigner. Maintenant, il faut rentrer dans le règlement. D'accord? Les techniques et le règlement. On ne se comprend pas. Tu comprends? Ah, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous venez d'énoncer On ne t'en pas. en ce qui concerne la coordination, Si vous avez votre enfant, prenez toujours un test, faites toujours un test avec vos enfants. Vous prenez votre enfant, vous demandez de courir. Première chose, vous n'êtes pas sûr qu'il va avancer la jambe gauche et la main droite au même moment. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr qu'il va courir en ligne droite. Vous n'êtes pas sûr qu'il va réagir au signal. Ça veut dire que si vous voulez faire acquérir une compétence motrice liée à ce qu'on a écrit là, vous devez garder en mémoire que tout au long de votre enseignement, vous devez chercher à résoudre les problèmes de coordination. D'accord? Et c'est pour ça qu'on fait souvent l'exercice. Élévation des genoux. Vous n'avez pas remarqué que c'est trivial? Ce n'est pas inutile qu'on fait ça. Quand on dit élévation des genoux, eh bien c'est pour amener les gens à pouvoir développer cette coordination-là. Même ici à l'INGS, certains étudiants, quand on dit répétition du défilé, ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça parce qu'en réalité, ils n'ont pas cette coordination. Parce que pour voir que quelqu'un est incoordonné, notoire, procéder à une marche en termes de défilé, c'est la catastrophe. Donc, quand on fait généralement un exercice très simple, élévation des genoux, nous on se focalise uniquement sur les genoux qui montent, mais on oublie qu'il faut adjoindre les bras correspondants. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème psychomoteur. Donc, c'est un problème lié à l'acquisition des qualités motrices pour la course de vitesse. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, en termes de savoir, il y a la logique interne, il y a les problèmes fondamentaux. Il y a ensuite le règlement. Mais le règlement peut être tel que c'est vague. Parce que quand on écrit CP2, ça veut dire qu'on est au niveau 2, même si c'est l'économie, le niveau là, c'est l'économie. Ça veut dire qu'on est au niveau 2, c'est quand même classe de 4e, 3e et tout ça. En 4e, qu'est-ce qu'on doit savoir en termes de règlement? Et ça, c'est le point de règlement que vous devez intégrer. Parce que si en 6e et en 5e, on te dit que la largeur de la piste, non, pas de la piste, la largeur du couloir, d'accord, au niveau, ok, c'est 1,22 m, 122 cm. Il y a les années là.
C'est pour mentir comme ça, là, comme je sais pas. Appelle que c'est la largeur. C'est 50 centimes, c'est Non, c'est 1,22, non? Hein? Je vais me tromper, c'est le continent. C'est 1,22. Parfait, voilà. C'est 1,22. Si en sixième, vous dites que la largeur du couloir c'est 1,22, la distance c'est 100 mètres, d'accord? Au BEPC c'est 60 mètres, en troisième 60 mètres, en sixième c'est 1 mètre, tout ça là, d'accord? Est-ce qu'en quatrième et troisième vous allez revenir là-dessus? Hein? C'est pas nécessaire, non? Par contre, en troisième ou en quatrième, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Qui peut donner un exemple? Madame, oui. sur la coordination. Mettre l'accent sur la coordination. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est fait. La pédagogie techniciste n'existe plus. Depuis le premier jour, je suis entré dans cette salle de classe. Je vous ai dit que ça n'existe presque plus. Que ce soit en sport de haut niveau, que ce soit en éducation civique et sportive. Et tous les enseignants et la plupart des encadreurs se cassent la figure là-dessus parce qu'ils mettent un accent sur l'entraînement technique, même en EPS. Parce qu'ils considèrent que l'enfant ne sait rien faire. Je vais t'apprendre. En boxe, généralement, c'est ça. Quand tu arrives, on te dit 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas ça? Après, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si moi je suis un pédage de l'EPS, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, un pédage de l'EPS. Un pédage de l'EPS, c'est ce que je vais te donner là qui m'intéresse. C'est lorsque je vais t'atteindre là, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me donne le point. Mais maintenant, comment tu te déplaces pour faire cette histoire-là? Ça, c'est pas mon problème. Tu vas apprendre ça. Ça va venir seul. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie par essai et erreur. Ce sur quoi je vais accentuer mon enseignement, c'est combien de fois j'ai été touché. Maintenant, de manière transversale, dans une proportion infime, je vais te rappeler que, attention, il ne faut pas que tes deux pieds soient au même niveau. Vous comprenez? Ça veut dire que mon enseignement sera focalisé en majorité sur le point. Ça donne plus de contact. C'est ça qui me donne le point. De manière transversale, je vais dire attention, déplace une jambe et ajoute l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce que nous faisons, presque tous dans terrain monumental, c'est qu'on se focalise sur la technique. Madame, si je vous entends, c'est que je vous manque. Monsieur, s'il vous plaît, je demande comment on va nous rappeler ce que vous venez d'expliquer. Vous allez parler du point à l'endroit et du déplacement. Là, on va appeler ça comment, s'il vous plaît? Les approches. Approche techniciste. La pédagogie du développement de la technique. Approche systémique. Pédagogie liée à la résolution des problèmes que pose la discipline. Si moi j'entraîne au volleyball, je vais entraîner pour que le gars me fasse le point. C'est ce qui m'intéresse. Si c'est au football, je vais enseigner pour qu'il me marque les buts. Si c'est au basketball, je vais enseigner pour qu'il me marque les paniers. Si c'est en judo, je vais enseigner pour que je le mette au sol. Approche systémique. Dans l'approche techniciste, parce que généralement quand je dis ça, qu'est-ce que les étudiants me disent? Ils me disent, monsieur Niacho, on dit qu'on enseigne pas la technique. Non, je n'ai jamais dit ça. D'accord? Voilà. C'est ça que je précise. 70, 30, 30, 70. Ça veut dire quoi? Dans la voie techniciste,
Les gens font 70% de technique. 32% d'efficacité. Ici, 32% technique, 70% d'efficacité. Vous comprenez? Et j'avais pris l'exemple sur Mbappé. Pas ça? C'est Mbappé, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il tire. Point. C'est pas vrai? Et depuis qu'il ne marque pas, il le prend. Je ne sais pas si c'est vrai. Pardon? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Quand on parle de ça à la fois, je comprends. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, même à l'éducation physique, approche pédagogique, approche systémique, même à l'entraînement sportif. Mais j'ai vu l'ancien combat de Dan. D'accord? Moi, j'ai pas vu ce qu'il a fait le sorcier. Mais il a tapé comme au village, non? Il avait demandé comme ça. Le combat est fini, non? Est-ce que tu es obligé de faire le machin comme ça, là? Pendant que c'était qu'il a vu ses Ribeiro, ses Ribera, le Brésilien là, lui il était bien les trucs modernes là qui voulait. Là, il est venu comme au village. Le combat est fini, non? Quand vous voyez ça, et vous dites que vous allez l'entraîner, vous allez dire que non, viens, tu ne connais pas la technique, tu n'as pas la technique. Moi, je te dis, je dois accentuer ton tout là. Parce que c'est ça ta force. Il faut lever la main, s'il te plaît. Ouais. Si en football, de tirer quoi? Avec le coup de pied, avec la partie. Je te pose, je te renvoie la question. Quand tu donnes le ballon à ton fils, hein? Tu lui dis tire, il fait quoi? Il touche, non? Quand il grandit, il touche encore. C'est ça qu'il a appris ça. C'est ça qu'il a appris ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant arrive, quand tu arrives dans le haut niveau, tu arrives avec un savoir-faire, n'est-ce pas? Tu viens avec un savoir-faire. Tu as les qualités et tu as les manquements. D'accord? Ce que nous faisons généralement, nous les entraîneurs, c'est que nous voulons combler les lacunes techniques pour que le gars soit techniquement bon, mais pas forcément efficace. Mais aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de développer davantage vos qualités pour que tu sois efficace, même si tu es approximativement bon. Toto Schilacci, italien, mondial 90, il était meilleur buteur, il a marqué 15 buts. C'est 15 jeunes buteurs. Vous l'avez connu? Je ne connais même pas. Il était la révélation de la Coupe du Monde, un italien. Il passait le temps à marquer. Et en Coupe du Monde, il était grand joueur. Quand il est sorti de la Coupe du Monde, il a eu un grand contrat. Mais il ne marquait plus. Résultat, on le touche. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'en réalité, l'enfant qui vient jouer a des qualités. Ne cherche pas à les modifier. Non. Cherche plutôt à les améliorer. L'un des meilleurs joueurs que le volleyball a eu au niveau mondial, on l'appelait Despain, un Cubain. Despain, lui, il n'obéissait pas à la technique pour marquer le point. Parce que quand il sautait avec une main. L'autre main, ne servait à rien. Alors qu'au volleyball, on dit qu'il faut lever les deux mains. Baisser cette main, c'est y attaquer. Lui, il montait avec une main. Et il faisait des merveilles. Puisqu'il était parmi les plus grands voleurs de la planète. Mais si ce joueur arrive chez toi,
Tu vas lui dire que non, attends d'abord, lève tes deux mains. Tape ta main là, 40 fois. Est-ce que tu comprends? Bon, c'était en passant. Donc, il y a dans le règlement. Dans le règlement, il faudrait que l'apprenant s'imprègne. Non, pas l'apprenant. Il faudrait mobiliser un ensemble de règles que vous allez transmettre à l'apprenant. On se comprend, non? Madame, ça va? Si vous allez se mettre à parler, si vous avez encore tout sommeil, je vais vous marcher quelque part là. N'ayez pas peur. Tout est matériellement bien sommeil. Est-ce que ça se comprend? Donc, il y a la partie règlement que vous allez mobiliser. C'est très important. Mais vous ne direz pas tout le règlement. Vous allez mobiliser une partie du règlement que vous allez transmettre à l'apprenant. Et quand on dit mobiliser les ressources là, ce n'est pas seulement l'enseignant qui mobilise les ressources, c'est l'enseignant et l'apprenant. Mais comme c'est l'enseignant qui est le guide, l'enseignant peut faciliter la mobilisation de ces ressources en donnant un devoir, un travail personnel à effectuer à la maison. Allez à la maison, chercher une vidéo sur comment on se déplace dans le cadre du cours de vitesse. Aujourd'hui en pédagogie, on a commencé à résoudre ce problème par ce qu'on appelle l'enseignement digitalisé. Parce que l'enseignement digitalisé, c'est quoi? C'est transmettre les savoirs en montrant les images réelles. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, qu'est-ce qu'on montrait? Les photos. N'est-ce pas? À l'époque, on montrait les photos. On dit, voici comment on fait ça. On montrait les clinogrammes. On montrait l'ensemble de diapos. Aujourd'hui, dans l'enseignement digitalisé, on te montre ça en grandeur nature. Et parce que nous avons une mémoire vive, très développée, on retient plus facilement. Donc, il y a donc ce règlement-ci en termes de savoir. En termes de savoir-faire, c'est ce que votre camarade a dit tout à l'heure, les techniques de pousse. Les techniques de pousse. Dans les techniques de pousse, quelles sont les phases de pousse? Il y a le départ, il y a le maintien du train et il y a l'arrivée. Il y a 3 phases. Comment se déroule le départ? Par réaction au signal, par position quadrupédique, par poussée de la jambe et par une accélération. Comment se fait le maintien du train? Par une attitude constante dans le déplacement à une intensité très élevée. Comment se fait l'arrivée? Par un cassé final, par une attitude posturale en déséquilibre vers l'avant. Ça, vous devez savoir. On se comprend un peu? Vous devez savoir. Ça, c'est les phases de pousse. Autre chose, en termes de savoir-faire. On a dit quoi? On a dit technique de pouce, non? Bon, c'est écrit. Technique de pouce. Vous avez compris, non? Ensuite, le type de foulée. Le type de foulée. Quelle est la foulée qui me permet de bien me déplacer en cours de vitesse? Vous comprenez ou pas? Quelle est la foulée? En athlétisme, en général, on a. Je passe où? En athlétisme, on a 2 types de foulées. Foulée arrière. 2 types de foulées. On a une foulée en flexion et une foulée en
en extension. C'est compliqué, non? Tu m'as entendu? Donc, quoi? Bon. Alors, voilà, c'est bien, s'il te plaît. Bon, après, je vais être honnête. Je ne suis pas très sûr que mes connaissances sont actualisées. Non. Non, je ne suis pas discuté de choses. C'est ça que je n'ai pas encore dit. Est-ce que tu comprends? Il y a deux types de foulées. La foulée en flexion et la foulée en extension. Possible qu'il y ait une nouvelle technologie, de nouvelles appellations de ces foulées-là. La foulée en flexion, c'est quoi? C'est celle que nous percevons souvent dans les sauts en hauteur. C'est ça le saut en hauteur. Quand il vient, il a tendance à s'affaisser, d'accord, avec déroulement du coup de pied jusqu'au niveau de la pointe des pieds. On dit foulée en flexion. Peut-être que le terme a évolué. Je ne suis pas sûr. Il parle de foulée universelle et relative. Je ne m'entends pas. Ici, on parle de foulée universelle et de foulée relative. Et les foulées? Relative. Ça veut dire quoi? Relative. Explique-moi alors ça. Relative, c'est comment? Universel, c'est comment? Elle n'est pas une bonne manière de poser le pied au sol. Et une autre manière d'approcher. Ça, c'est quoi? On a les deux types de foulées. En course à pied, il se porte universelle relative. Vous connaissez? Bon. Moi, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas tout le monde. N'est-ce pas? Non. Lui, il a dit qu'il y a les pronatrices, les universelles. Moi, il dit qu'il y a deux, flexion et extension. D'accord? Il est possible que la terminologie ait évolué. Mais je vais vous expliquer. Les foulées en flexion, c'est à l'image de ce qu'on voit généralement dans le cadre des sauts à hauteur. Regardez à la télé, il a tendance à s'affaisser. Ok? Et c'est des foulées très longues et presque lentes. Maintenant, il y a des foulées en extension. C'est des foulées qui se font par un griffé du sol. Est-ce que vous comprenez? C'est une foulée en griffé. Vous comprenez pas? Le griffé, c'est comme ça là. Alors que l'extension, c'est comme ça là. D'accord? Donc au niveau du savoir-faire, je dois me dire, à la course de vitesse, j'ai besoin de foulées en extension. Réalisé sous forme de griffé. Est-ce que tu comprends? La foulée en griffe, la foulée en extension, c'est la partie supérieure de la plante des pieds. Les foulées en flexion, c'est la partie inférieure, ça, et supérieure de la plante des pieds. Hein? Voilà quelqu'un qui s'est intéressé à qui me tient à l'œil. Si je manque, on dit que là, tu as maté. D'accord? Donc, et ça, vous devez savoir, en termes de mobilisation des ressources, au niveau des savoir-faire, les techniques, le type de foulée, pas encore. Les phases, on a dit les phases, non? D'accord? On a dit le départ, le maintien du train et l'arrivée. Ça se passe au départ, on a dit comment ça se passe au départ. On a dit comment ça se passe pendant le train, comment ça se passe à l'arrivée, non? Ça on a dit, non? Quoi d'autre? Bon, après, il y a un élément dans la mobilisation des ressources, et ça, j'ai pas envie de discuter de ça avec vous. Ça s'appelle les enjeux de formation.
Parce que on enseigne pour transformer les ressources. Vous comprenez? Ça veut dire que toutes ces ressources-ci, on enseigne pour les transformer. Et il y a des ressources, les agents de formation traitent des qualités neurobiologiques. C'est ça que c'est compliqué, moi je ne sais pas ça. Neurobiologique, physiologique. C'est comment avec ton histoire? Les qualités neurobiologiques, neuroinformationnelles, physiologiques, sociologiques et tout ça contenu. Quand on les a mobilisés, il faudrait qu'à la fin de l'enseignement, que nous les ayons transformés. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est un peu, je ne sais pas. Moi, j'aime pas beaucoup discuter de ça parce que ça embrouille un peu. Ça embrouille un peu les enseignants. Mais je vous fais comprendre qu'en EPS, on n'est pas là uniquement pour le sport. On est là pour développer un ensemble de choses à l'intérieur de l'individu. Donc, mobiliser la ressource en termes de savoir, en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être. En termes de savoir-être, c'est quoi? C'est quoi? La discipline. Le dépassement de soi. D'accord? Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous enseignez, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Vous n'avez pas. Pour régler ce problème-ci là. Culture de l'effort. Qu'est-ce qu'il faut faire, les gens? Il faut se donner à force. Comment? Qu'est-ce qu'il faut proposer comme situation d'enseignement? Donner un devoir aux élèves. Maintenant, je parle de manière opérationnelle sur le terrain. Je me dis, dans le cadre de ma course de vitesse, l'apprenant doit être capable d'aller au-delà de ses efforts. C'est pas ça? Et qu'est-ce que je propose? Voilà, Répétez plusieurs fois l'exercice de vitesse. je crée des situations d'entraînement avec un volume élevé. C'est quoi le volume? Monsieur Banga, vous avez dit ça. C'est quoi le volume? La quantité totale de travail. La quantité totale de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en CP2 avec les 4e, 3e, la course de vitesse est sur 60 mètres. D'accord? Si je choisis enseigner, je dis quoi? Le départ ou bien le train. On fait quoi? Le maintien du train. Le maintien du train. Bon, le maintien du train. Le maintien du train, c'est 60 mètres. Le maintien du train, c'est 40 mètres. Environ. D'accord? Si je choisis de travailler le maintien du train, qu'est-ce que je fais? Je mets un volume qui soit supérieur à 40 mètres. Je vais dire 2 fois, 3 fois 40 mètres. 2 séries de 3 répétitions fois 40 mètres. Ça sera mon volume de travail. Ça veut dire que toi qui viens faire le cours, tu dois faire 40 mètres, plus 40 mètres, plus 40 mètres, une fois. 40 mètres, plus 40 mètres, plus 40 mètres, 2 fois. Au total, tu vas faire quelle distance? 40 mètres, 6.
Hein? 240. 6 fois 4, 200. D'accord? Mais les 240 000 là seront frappés. Et comme on est dans une pédagogie du résultat, et ça c'est très important, on fait quoi? Parce que je peux mettre les 240 000 en tout là. Diagnostic. Il faudrait le temps. Mais comment savoir? Comment savoir que l'élève X doit réaliser tel temps, l'élève Y doit réaliser tel autre temps? Comment savoir? Avant, je vais vous expliquer. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, et c'était ma méthode. Avant, quand j'enseignais, je prenais le livre. Quel est le livre de là? Voilà. Par la fin, cours de vitesse, 4e, 3e. Le barème de cotation, à la fin. Le barème de cotation. Quel est le temps pour avoir 14 sur 20? BPC. Cours de vitesse. Quel est le temps que je dois mettre pour avoir 14 sur 20? Monsieur, c'est pas la même chose. 10 secondes. D'accord? Le barème de rotation indique que pour avoir 14 sur 20, je dois courir en 10 secondes. Ok? Et qu'est-ce que je faisais? Je construisais le temps à mettre sur la base des 10 secondes. Parce que tout le monde devait avoir au moins 14 sur 20. Ce qui fait que lorsque je faisais mes fractionnés sur 40 mètres, ne passez pas un moment, s'il vous plaît. Je fais un effort de ne pas avoir le micro, de parler de manière ouverte, mais si on parle en même temps, comment ça va m'exploser? Pendant mes fractionnés sur 40 mètres, je me mettais ici à l'arrivée. Avec le chrono, top, à 12 c'est plus, top, après encore 2 secondes. D'accord? Et comme ça là, chacun avait une idée du temps qu'il devra mettre. Parce que je visais 14 sur 20. Sauf que, dites-moi, l'élève de 3e, de sexe féminin, qui pèse 90 kg, même s'il mange le pion, ou il voit, je ne sais pas, tous les anabolisants aussi, le machin là, et il ne fera jamais 10 secondes, non? D'accord? Résultat, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Ça fait plusieurs répétitions, il va. Il va se décourager et qu'est-ce qu'il fera en conséquence? Il va te produire un certificat d'inaptitude pour te dire que monsieur, je suis inapte. C'est pas ça, madame? Pédagogie dépassée. C'est dépassé. Parce que si moi je passe sur la base de 14 sur 20, d'accord? Tout le monde va passer en 40 secondes. Il y a la règle de 3. Si je fais 10 secondes sur 60 mètres, je fais combien sur 40 mètres? Je prends et j'ai le temps.
cible. Et je demande à tout le monde de passer. Bien sûr, ceux qui sont vélos, c'est super, c'est bien. Ils sont contents. Mais ceux qui sont faibles là, ils font quoi? Ils ne vont jamais atteindre. Ils vont se décourager. Ils seront comme les rébus de la classe. Et pour ne pas continuer à avoir honte, qu'est-ce qu'ils font? Certificat médical, monsieur, le médecin a dit que je suis inapte. Inapte de parler. Quand on fait votre espoir là, pédagogie du peste, surannée et dépassée. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est important. Premièrement, évaluation diagnostique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au début du processus d'enseignement, tout le monde passe un test de cours de vitesse. Et je prends la meilleure performance de chacun. Est-ce que vous comprenez? Et donc, parce que j'ai la meilleure performance de chacun sur 60 mètres, les 40 mètres seront calculés sur la base individuelle de chaque apprenant. Et donc, celui qui a 80 kg, d'accord, en 5e, en 4e, en 3e, celui qui a 90 kg, lui, il aura sa performance cible. D'accord? Que moi, je vais définir en termes de pourcentage. Parce qu'au haut niveau, les plus symboles, pour gagner une seconde, ils s'entraînent pendant 3 ans. 4 ans, 5 ans. D'accord? Moi, qu'est-ce que je vais dire? En sachant que l'erreur est humaine dans la manipulation, si tu fais 15 secondes, sur 40 mètres, tu as 12 secondes. D'accord? Si tu vas améliorer, je vais dire tu passes en 10 secondes, sur 40 mètres. Ça veut dire que tout ton travail là, va sur ta performance cible sur 40 mètres. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Oui, monsieur. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir est-ce que les enseignants de PTS dans les établissements font exactement effectivement cette évaluation gratuite? Parce que vous avez montré comment vous le faisiez quand vous étiez. Ce que les autres ne faisaient même pas. Voilà, c'est ça justement. Parce que moi, par exemple, j'ai pas une situation, j'ai eu un cas avec ma fille. Ma fille est rentrée, elle était 5e. Elle me dit, maman, on a fait, le professeur aimerait qu'on fasse 2 tours plus tard. J'ai fait le premier tour. Quand j'ai fait le deuxième tour, au niveau de la moitié des terrains, je me suis sentie très mal. J'ai arrêté, je me suis mise à marcher. Mais arrivé au niveau de l'enseignant, elle a dit qu'elle me met 0. Elle a dit qu'elle me met 0. Et c'est ce qu'elle a mis tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je peux rien faire présentement parce que je vois que si je m'en vais au lycée, allez la je vais figer l'enfant. Allez la gifler. Parce qu'elle ne connaît rien. Mais c'est sérieux. Elle ne commençait pas à demander c'est un homme ou une femme. C'était un homme, je serais parti. Elle ne connaît rien. Et elle n'est pas unique. Ils sont nombreux comme ça. Ils ne connaissent rien. Et ils tuent nos enfants sur le terrain. L'enfant s'est rapproché d'elle bien la semaine dernière. Jeudi, elle a refusé de recevoir l'enfant. Ne me demandez pas si c'est que je vous dis on fait ça sur le terrain. Moi, ce n'est pas ça le rôle. Mon rôle, c'est tout ce que vous devez faire sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous irez sur le terrain, vous allez voir un individu qui va vous dire je suis PEPS, diplômé de l'INGS, j'ai fait 5 ans d'études, je suis machin. Et tu regardes la séance de PS, tu te retournes, tu dis seulement tu es nul. C'est clair? Tu me diras tu es nul, tu connais bien. Parce que ce que je vous dis là, on appelle ça la pédagogie inclusive. L'inclusivité n'est pas seulement liée à l'utilisation du personne vivant en situation de handicap. L'inclusivité est liée à l'utilisation de tout type d'élèves, qu'ils soient les dispensés occasionnels ou les dispensés définitifs.
Parce que moi j'ai vu dans un de vos forums là, un forum là où quelqu'un a posté un truc qu'elle a rejeté. Hein, c'est pas là. L'éducation inclusive. Exactement, c'est de ça qu'il est question. Mais la notion d'inclusivité là n'est pas seulement liée à l'utilisation des personnes vivant en situation de handicap. Moi je préfère dire que l'inclusivité c'est l'enseignement de l'éducation physique avec les élèves dispensés occasionnels et ceux dispensés dits définitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis dispensé occasionnel, je me suis fait une entorse. D'accord? Je me suis fait une entorse, c'est pour un temps, non? Est-ce que parce que j'ai une entorse, je ne viens pas au cours? Il faut venir au cours et c'est là la notion de transversalité de l'enseignement. En venant au cours, tu as ta tâche. Malgré ton entorse, est-ce que ton cerveau est noyé? Est-ce que tes mains sont coupées? En venant au cours, 1, tu peux être aide stataire, on a vitesse, non? 2, tu peux être chronométreur, d'accord? 3, tu peux être analyste. Tu analyses les performances de tous ceux qui vont passer là. Tu me fais la moyenne et les quatre. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, madame. Tu peux être chroniqueur. Tu me fais un petit papier d'un paragraphe sur l'analyse du déroulement, sur le déroulement de l'enseignement. Vous voyez donc on est dans la transférabilité. Pédagogie de l'intégration. Ça veut dire que je suis en EPS, mais je développe d'autres compétences qui ne sont pas des compétences épistémiques. Donc, propres à la discipline. Elles sont transversales, réutilisables un peu partout. Vous comprenez ou pas? C'est de ça qu'il est question. Donc, l'enseignant là, elle est là. Monsieur ne connaît rien. Absolument rien. Donc, il y a donc ce dépassement de soi pour l'inculquer. Voici une technique pour transmettre ça. D'accord? Question? On a encore 20 minutes. Votre stratégie, monsieur, est très bien, je vais dire efficace. Mais attention, c'est difficile. Oui, mais aussi que ça, Bien sûr. si c'est pour les élèves un peu âgés qui vont vouloir tromper la première étape de l'examen, comment. Excellente question. Comment. Votre camarade il dit, si je viens faire l'évaluation diagnostique, lui qui va courir lentement pour venir exploser après ça, non? Oui. Alors, comment contrôler ça? Ouais. Terminé. Toute évaluation te donne une note. Est-ce que tu vois quelqu'un qui, à l'évaluation diagnostique, s'il peut courir en 10 secondes, tu vas courir en 15 secondes? Non. Puisque c'est, tu commences ton module par une évaluation. Elle est diagnostique, elle est chiffrée et elle va compter. D'accord? Elle va compter l'enfant qui vient et il veut plus baiser le corps. D'accord? Et maintenant, entre cette évaluation diagnostique et l'évaluation sommative, vous savez ce que c'est, non? L'évaluation de fin de cycle. On n'a pas vu ça ici là? On a vu ça. Hein? Monsieur. On a vu ça. Donc, entre l'évaluation diagnostique et l'évaluation sommative, il y a l'enseignement. Et à la fin de l'enseignement, il y a une autre évaluation qui est dite sommative. D'accord? À cette évaluation-là, qu'est-ce que tu évalues? L'amélioration. L'amélioration. On dit, tu remarques que c'est le projet pédagogique. Cette évaluation-là, si je fais 15 secondes au 100 mètres, au sport 60 mètres, et que je dois améliorer de 10%, ça veut dire qu'à l'évaluation sommative, je dois être à 12 secondes. Je ne sais pas calculer. Je dois être à 12 secondes. D'accord?
Et donc, à la fin de l'enseignement, toi, tu dois courir pour avoir les... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? Donc, entre l'évaluation diagnostique et l'évaluation sommative, pendant tout ce temps-là, tu vas t'entraîner pour passer de 15 à 12 ou à 10. Est-ce que tu comprends d'abord? C'est ce qu'on appelle le projet pédagogique. Ce qui fait que, pédagogie du résultat, moi, ta note sera tributaire du résultat que tu as donné. Ça veut dire que si tu es trop fort, si tu es Usain Bolt, tu es Safa Owen, tu es machin, tout ça là, si tu es à DPS, tu vas travailler. Si tu es Mamie Tong, c'est Mamie Makala, c'est Mamie Kuala, Mamie Bandeuse, tu es trop faible. Tu viens là, tu vas aussi travailler. Tout le monde gagne. D'accord? Il n'y a plus de fort, il n'y a plus de faible. Parce que celle qui court en 15 secondes ou en 18 secondes, si elle remplit son projet pédagogique, eh bien, elle va être 18 secondes. Je trouve que cette stratégie favorise ou encourage plus les faits que les forts. Ça prend les deux. Parce qu'il est tellement difficile de changer la performance avec, comme on avait dit, ceux déjà peut-être du niveau professionnel prennent plus de temps pour une seule seconde. Bon, le prochain module après le 5e là, c'est sur l'évaluation. Ouais. Le module 6 traitera de l'évaluation. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs mécanismes pour l'évaluer. Est-ce que vous savez quelle est l'évaluation affective? Je te regarde, ta tête ne me fait pas de 35 sur ça existe, non? Est-ce que vous savez que pour évaluer, il y a des critères? J'ai fait 10 séances. 10 leçons, tu es arrivé à 2. L'autre a fait les 10 leçons, toi tu n'as fait que 2. L'autre, sur les critères, il y a la présence, il a 8 sur 8. C'est moi qui définis. Toi tu as 2 sur 8. Quand tu es trop fort, tu as 2 sur 8. D'accord? Résultat des courses. À la note finale, il a 17 sur 20, toi tu as 13. Par contre, même quand tu es fort, si mon critère de présence, c'est que tu as 8 sur 8 aussi. En plus, ton projet pédagogique, tu as peut-être 7 sur 7 ou 10 sur 10. D'accord? Tu te retrouves à 17 ans. Tu es fort. Moi qui suis faible, j'ai aussi 17. D'accord? C'est pas pour décourager les plus forts, non. C'est pour encourager tout le monde. Le plus fort cherchera à aller au-delà de ses capacités. La preuve, je prends l'exemple. Pour ceux qui enseignent, ou même pour ceux qui entraînent, quand vous mettez sur pied l'exercice qui est facile, qu'est-ce que l'apprenant fait? Vous le dites, ce jeune homme, il vous regarde, il dit, oh, moi je connais déjà faire ça, dis donc, il me perd le temps. Même à l'entraînement sportif, tu viens pour tu fais la même chose, le jour il sera découragé. Il va t'appeler là-bas, dire que je suis malade et je suis malade. Il ne viendra pas. Donc il faut toujours créer des stratégies pour amener tout le monde à progresser. Tout le monde. Et ça, la pédagogie inclusive, la pédagogie de l'intégration, apporte la compétence, ça règle le problème. C'est bon, ouais. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Il faut parler fort, hein. Il y a des cas aussi. Il y a certains élèves qui ne veulent pas assister au cours. Notamment, par exemple, quand il y a une évaluation, c'est là où la masse arrive. Bien sûr. Cependant, les évaluations, S'il vous plaît, madame. Madame, tout le monde se retrouve sur le terrain parce qu'ils ont fait le lien auprès de leurs camarades et qu'il y a une évaluation. Maintenant, dans une salle de classe de 70 élèves, où
thème des enseignes, maintenant, tous les 70 élèves sont là. Donc, en termes de stagiaire, comment vous gérez cette situation? Je sais pas. Il y a ce qu'on appelle la motivation. C'est-à-dire la motivation. Il y a la motivation et la motivation. En fait, ces élèves-là ne sont pas motivés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas motivés pour tes cours. Il y a deux explications. Soit l'enseignant n'est pas bon. Soit tu n'as pas les stratégies pour les co-instituer. Parce que nous avons un travail de co-institution avec nos apprenants. Je prends des exemples simples. Si pendant que tu enseignes sur le plan technique, ton enseignement est attrayant, d'accord? Je peux garantir que depuis 10 jours, tu seras submergé par toi. Parce que quand le gars va venir, il vient pas parce qu'il saura qu'il va prendre du plaisir. Et quand tu viens, il sera tellement content qu'il va dire aujourd'hui la content. Tiens, regardez ça. Ça veut dire que les autres pédagogiques doivent être celle là qui véhicule l'apprenant. D'accord? Deuxième chose, il faudrait que tu puisses avoir un contact pédagogique avec tes étudiants au début. C'est pas le contact pédagogique. C'est un ensemble de règles que vous arrêtez de manière collective et qui permettent à chacun d'évoluer dans son couloir. S'il sort du couloir, il sait à quoi il est exposé. Je prends l'exemple terre à terre. Au début de l'année, je dis à mes élèves, dans le cadre du cours d'éducation physique, on aura 10 leçons par module. D'accord? On aura 10 leçons par module. Que tu sois malade, que tu sois pas malade, que tu aies un problème ou pas un problème, si tu manques à 3 leçons, je dis connerie, hein. Je peux te dire que tu partiras avec moins de tissu. Ça veut dire que celui qui manque 3 leçons, c'est qu'il aura moins de tissu. Et quand vous vous entendez comme ça là, d'accord? L'élève à rebours. A contrario, celui qui assiste à toutes les leçons, tu lui dis qu'il a déjà moins de tissu. C'est une méthode co-institutive. Parce qu'en réalité, on lisait les gars veulent voir, on veut les points, non? C'est pas ça? Quand tu dis ça, le gars se dit, même si je suis malade, est-ce qu'il n'est pas là? Il vient. Tu peux ajouter d'autres éléments. Si tu participes au cours, tu portes le matériel, tu es actif, tu poses des questions, machin, tout ça, tu as plus de. Si tu participes au cours, tu n'as rien. D'accord? C'est un élément de séduction. Et c'était on posait des questions, chercher le matériel, monsieur, c'est quelle heure, machin, tout ça là. Oh. Est-ce que vous comprenez? Et là, il y a beaucoup d'éléments que tu peux utiliser pour attirer les apprenants vers toi. Mais attention, si les élèves de 6e et de 5e ne sont pas motivés pour tes cours d'émission, tu n'es pas fait pour l'enseigner. Parce que en 6e, c'est les élèves qui noient le plus les enseignants. Parce que même quand tu ne veux pas faire le cours, ils sont déjà là. Monsieur, voilà sport. Qui vous a envoyé? Je n'attends pas. Je disais que même en 5e, les élèves viennent du cours au dehors de BS pour chercher l'enseignement. Mais On dit la même chose. oui, mais c'est ce qui est privé, c'est que ce sont les élèves de la classe plénière, les gens qui. Si la sociologie, attention, écoutez-moi très bien. Je vous avais dit dernièrement que vous ne pouvez pas enseigner ou entraîner un élève, un apprenant ou un sportif si vous ne connaissez pas son profil psychologique. Quelle est la caractéristique principale d'un élève de seconde, première, terminale? C'est quoi? Développement de caractère sexuel secondaire. La fille regarde son prof comme le show
la drague dans ton quartier là-bas. Et par conséquent, quand elle te regarde, elle te voit comme le prof, elle te voit comme un futur chaud. Et donc, elle va te faire toutes les mines possibles. Elle va même chercher à se faire remarquer par son absence, ou alors par des méthodes affectées, par un comportement un peu déviant. Le garçon, s'il vous plaît, le garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin qu'on le reconnaisse. C'est le gars maintenant qui repasse sa chemise avec les plis. Il veut qu'on le reconnaisse comme étant un monsieur. Il laisse un peu pousser la barbe. Quand ça pousse la barbe, il ne coupe pas. Il a besoin de cette reconnaissance-là. Et donc il refuse toute forme d'humiliation. Et c'est ça qu'on croyait de les enseignants. Parce que quand tu ne sais pas que cet enfant-ci, je peux avoir tel langage avec lui, mais ce langage n'est pas adapté à l'autre. Si tu veux mélanger, on te bat. Et après, tu veux que son mal élevé, ça veut dire que tu as échoué. Parce qu'il y a des enfants difficiles. Et ces enfants-là, il faut les étudier. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de psychologie. Est-ce que vous comprenez? La fille qui est en première, seconde, elle commence à avoir des gna-gna-gna qui coulent de temps dans le temps et après elle ne sait pas comment gérer ça. Il faut discuter avec elle. Lui fait comprendre qu'en réalité même, si tu as des ça se règle à travers l'activité physique. On s'en fait. On s'en fait. Et donc par conséquent, il faut souvent t'habiller comme ça. Pas peur. Il faut t'habiller comme ça. Quand tu mets ça, ajoute ça, et après tu vas voir. Même les douleurs vont disparaître. C'est pour ça qu'on dit l'enseignant d'éducation physique a une relation affective avec l'élève. Elle est affective. D'accord? Et cette relation affective fait que vous vous dites presque tout. Bien sûr. Bon, bien entendu, on glisse. Elle aussi, elle glisse et on glisse à deux. Mais c'est pas encouragé. Est-ce que tu comprends? Il faut juste avoir suffisamment de hauteur pour garder la distance. Mais c'est notre rôle, être éducateur par le mouvement. C'est notre rôle. Est-ce que tu comprends? Donc, rendre son cours attrayant, c'est trouver des mécanismes et toutes des stratégies qui vous permettent d'attirer les élèves. Quand était jeune enseignant, dès que je me plaçais comme ça sur la cour, les 20 premiers qui arrivaient, je les prenais les autres de là. Attends, classe. Et parce que ceux qui m'ont enseigné, j'ai vu ça chez eux. J'ai aussi commencé à appliquer. Que nous on rentre, peut-être pas l'élever. Mais lui, il est content. Lui, il sait qu'il va venir, il dit, tu vas le chasser. Il va partir dehors, il va chasser, non? Ça vient là-bas au bas. Ça vient au bas, toi. Et quand il a cassé, derrière même, il ne se salit pas. Il reste fort. Hein? Il ne va pas se salir, il va rester. Quand tu es en première, la fille, elle ne va pas se salir non plus. Elle n'aura pas de mauvaise odeur, elle va transpirer. D'accord? Et c'est ce que je faisais avant. Si on fait ça aujourd'hui là, et que je passe là, je me chie dessus. Fin de cours. Le reste. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce qu'on va faire le best. D'accord? C'est pas différent en sport. Par contre, si l'un de vous veut partager avec nous sa mobilisation de ressources, ce serait volontiers. On le fera pour la semaine prochaine. Au prochain cours. Mais si personne ne veut le faire, on va passer. Apporter le module 4. On va lire les avantages de l'APC, les compétences épistémiques, le profil des apprenants. J'aime pas les découvrir ici. On avait appris ça. Bref, on va lire ce qu'on va lire. On n'a pas fini. D'accord?